Je m'appelle Rachel Bell, j'ai 34 ans, et je suis capitaine dans l'armée de l'air des États-Unis. Mais, lors du barbecue du 4 juillet organisé par mon père, cela ne signifiait rien. Devant ses anciens amis de l'armée, il a repoussé ma main lorsque j'ai essayé de lui offrir un chèque pour une association caritative, et a ricané, « Voici ma fille Rachel, une vraie guerrière du clavier, là-bas, à Fort Meade. » Ensuite, il a passé le bras autour des épaules d'un Navy SEAL, et l'a déclaré, « The real deal, le vrai de vrai. » Et puis, le moment est arrivé, celui qui a figé toute ma vie. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, la voix dégoulinante de mépris, « Les talibans ne cligneraient même pas des yeux devant toi, Rachel. » Mais ça, il a tapé dans le dos du SEAL, ça, c'est un vrai soldat. Mon père ne savait pas que le héros qu'il flattait venait de s'immobiliser complètement. Il ne regardait pas mon père. Il me fixait, moi, et plus précisément une minuscule cicatrice sur ma tempe, et il a murmuré, « Attendez une minute. Je connais cette cicatrice. » Dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires, et cliquez sur j'aime et abonnez-vous, si votre propre famille a déjà transformé vos accomplissements en une plaisanterie. La représentation a commencé au moment où j'ai garé ma Honda dans l'allée de la maison de mon enfance à Fairfax, en Virginie. C'était un portrait parfait du patriotisme américain, méticuleusement mis en scène. L'air était épais, chargé du parfum fumé des hamburgers et des hot-dogs qui grésillaient sur un barbecue Weber haut de gamme. De petits drapeaux américains, plantés avec une précision militaire, parsemaient la pelouse parfaitement entretenue. Depuis une enceinte Bluetooth cachée sur le porche, les accords de l'hymne national ont laissé place à une liste de lecture de succès de la musique country, célébrant les camions, la bière et la liberté. Tout était si parfait, si sain, et tout était un mensonge. Au centre de tout cela, tenant la cour sur la terrasse arrière, se trouvait mon père, le colonel à la retraite de l'armée, Robert Bell. Il portait son polo bleu marine impeccable de l'armée comme une armure, l'emblème de l'aigle brillant sur son cœur. Il était dans son élément, une pinte de Sam Adams dans une main, gesticulant grandement avec l'autre, alors qu'il divertissait un cercle de ses anciens amis de l'armée. Au fur et à mesure que je me rapprochais, je pouvais l'entendre raconter l'une de ses histoires préférées, un récit sur la coordination de la logistique des camions en Allemagne qui, à travers son récit, s'était d'une manière ou d'une autre transformé en un triomphe stratégique comparable à la bataille des Ardennes. Ma mère, Hélène, a émergé de la porte coulissante en verre, en équilibre avec un grand bol de sa salade de pommes de terre maison. Elle s'est déplacée à travers la foule avec un sourire serein et exercé, l'hôtesse parfaite, la belle épouse. Elle m'a repéré m'attardant au bord de la terrasse, et son sourire s'est un peu crispé. Elle a glissé vers moi, sa voix n'étant qu'un murmure bas et urgent à mon oreille. « Essaie de t'entendre avec les autres, chérie », murmura-t-elle, le même avertissement de quelques mots qu'elle m'avait donné à chaque réunion de famille au cours des 20 dernières années. Ce n'était pas une demande de paix. C'était un ordre pour que je garde le silence. J'ai hoché la tête, sentant le poids familier s'installer dans ma poitrine. J'étais une actrice dans une pièce jouée depuis longtemps, à qui l'on avait remis à la naissance un scénario, que j'en avais marre de jouer. J'ai décidé de me débarrasser de l'offrande obligatoire. J'avais apporté un chèque de 200 € à l'ordre de V. Forvey, une association caritative que mon père défendait. C'était ma tentative de rameau d'olivier, une façon de participer à son monde selon ses conditions. J'ai navigué à travers les groupes d'invités qui riaient, et je me suis approché du cercle de mon père, attendant une pause dans son récit dramatique. « Papa, dis-je doucement, en tendant l'enveloppe. J'ai ça pour le fond. » Il ne m'a même pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur son public. « Mets-le dans le bocal, là-bas, » a-t-il dit, en agitant la main d'un air dédaigneux vers un grand bocal de cornichons sur la table de service, déjà bourré d'espèces et de chèques. Puis, sans perdre le rythme, il s'est tourné vers un homme corpulent portant une casquette VFW, vétéran des guerres étrangères, et a gloussé, sa voix portant facilement au-dessus de la musique. « Ma fille, » a-t-il annoncé, comme s'il présentait un étrange spécimen. Elle pense que 200 € peuvent acheter le respect. Quelques hommes autour de lui ont ricané. Le son a été comme un coup physique. L'air est sorti de mes poumons, et pendant une seconde, la cour ensoleillée est devenue floue. J'ai senti une bouffée de honte monter le long de mon cou. J'ai regardé le chèque dans ma main, ma propre signature dessus, et cela m'a soudain paru bon marché, stupide. Mon geste de bonne volonté avait été transformé en une tentative pathétique d'acheter son approbation. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait, loin de là.
mais ça faisait quand même mal, comme si ça l'était. À ce moment-là, mon père a repéré l'homme qui l'attendait, le lieutenant-commandant Wolf Jackson, le Navy SEAL. Wolf était une légende, un homme qui bougeait avec une puissance tranquille et contenue, qui faisait paraître les fanfaronnades de mon père théâtrales et creuses. Il était appuyé contre la balustrade, parlant à quelqu'un, tenant une bouteille de Budweiser de façon détendue dans la main. « Wolf, viens ici », gronda mon père, en s'approchant et en lui tapant sur l'épaule. Il l'a presque traîné au centre du cercle, le présentant comme un trophée. « Messieurs, voilà un vrai héros. » J'ai essayé de me fondre dans le décor, mais mon père n'en avait pas fini avec moi. Il a fait un geste vers moi avec sa bière. « Vous voyez, ma petite Rachel, ici, elle travaille à un bureau à Fort Meade, elle appuie sur des boutons, c'est une guerrière du clavier. » Le mépris familier teintait ses mots. « Mais Wolf, » a-t-il dit, sa voix s'enflant d'une fierté d'emprunt, Wolf est le vrai de vrai. Il a été dans le bac à sable, à défoncer des portes. Et puis est venu le coup de grâce. Il a regardé la silhouette puissante de Wolf, puis de nouveau mon uniforme de service, qui a soudainement semblé être un déguisement. Il m'a regardé droit dans les yeux, avec une lueur cruelle. « Les talibans ne cligneraient même pas des yeux devant toi, Rachel, » a-t-il dit haut et fort, pour que tout le monde l'entende. Mais ça, il a de nouveau tapé fort dans le large dos de Wolf. Ça, c'est un vrai soldat. J'ai vu ma mère debout à proximité, assez près pour avoir entendu chaque mot. Nos yeux se sont croisés pendant une fraction de seconde. J'ai vu une lueur de quelque chose, un malaise, peut-être de la pitié, avant qu'elle ne rompe le contact. Elle s'est détournée, soudain absorbée à redresser une pile d'assiettes en carton sur la table. Son dos était un mur rigide de déni, comme si en ignorant les mots, elle pouvait les effacer. Son silence complice, son choix délibéré de m'abandonner à ce moment-là, a été une blessure plus profonde et plus vive que le mépris public de mon père. Un silence étouffant est tombé sur le groupe. Les hommes bougeaient inconfortablement, mais au milieu de tout cela, Wolf Jackson ne souriait pas. Il ne s'était pas joint aux tapes dans le dos. Au lieu de cela, il a fait un petit pas en arrière, presque imperceptible, pour s'éloigner de mon père. Sa posture détendue de repos avait disparu, remplacée en un instant par la tension concentrée d'un soldat en état d'alerte maximale, un homme qui vient de reconnaître une menace ou un allié. Ses yeux, vifs et perçants, scrutaient mon visage. Ils ne me regardaient pas avec pitié ou amusement. Ils étaient analytiques, évaluant la situation, et puis ils se sont arrêtés. Ils se sont verrouillés sur un endroit juste au-dessus de mon œil droit, sur une ligne argentée à peine visible sur ma tempe. Une cicatrice si vieille que j'oubliais généralement qu'elle était là. Un regard de reconnaissance naissante et impossible à traverser son visage. Le barbecue décontracté dans le jardin s'est estompé, et pendant une seconde, j'ai pu voir le champ de bataille dans ses yeux. Il a laissé échapper un souffle, sa voix était à peine un murmure, mais elle a traversé le silence comme un coup de feu. « Attendez une minute », a-t-il dit, son regard fixé sur la cicatrice. Je connais cette cicatrice. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Une pièce de puzzle se mettant en place avec une force qui semblait ébranler les fondements même de la fête parfaitement orchestrée de mon père. Un frisson m'a parcouru le dos. Une froide terreur mêlée à une étincelle déconcertante d'autre chose. Mon monde d'endurance silencieuse, soigneusement construit, venait de se fissurer complètement. Que sait-il? Les mots de Wolf Jackson restaient suspendus dans l'air humide de la Virginie, un point d'interrogation impossible, à la fin d'une journée humiliante. Je connais cette cicatrice. Comment? Mon esprit s'emballait, essayant de relier un Navy SEAL que je n'avais jamais rencontré à une légère ligne sur ma tempe, due à une chute d'enfance. Mais sa question n'était pas la clé d'un nouveau mystère. C'était la clé d'une vieille pièce verrouillée remplie de fantômes. Et tandis que je me tenais là, figé dans le jardin de mes parents, la porte de cette pièce a grincé et s'est ouverte, et les souvenirs ont afflué, froids et gris. Tout a commencé avec les dîners du dimanche. Chaque semaine, le même rituel étouffant. Nous nous asseyons autour de la table de salle à manger en acajou, l'air chargé de l'odeur du roast-beef de ma mère et de la déception de mon père. Après un deuxième verre de bourbon sur glace, le sermon commençait. Mon père, enfant unique, n'avait jamais appris à partager la vedette, et sa table de salle à manger était sa scène. La stratégie n'a rien à voir avec un maudit ordinateur, déclarait-il, son regard glissant vers moi avec insistance. Il gesticulait avec sa fourchette pour insister.
Il s'agit de déplacer une division à travers l'Europe sous le feu. La logistique, la main-d'œuvre, c'est ça la vraie armée. Ma mère hochait la tête docilement, un sourire placide fixé sur son visage pendant qu'elle passait la purée de pommes de terre. C'est vrai, Robert. Mon jeune frère, Marc, qui avait sagement choisi une carrière dans les affaires, est devenu un expert en diversion. Au moment où l'attention de mon père se tournait vers moi, Marc parlait rapidement de sport, s'interrogeant sur les chances de l'équipe de football de Washington cette saison-là, n'importe quoi pour diriger la conversation vers des eaux plus sûres. J'ai appris à manger vite, les yeux fixés sur mon assiette, engloutissant la nourriture pour pouvoir m'excuser poliment et m'échapper dans ma chambre. À l'étage, entouré de livres sur la cryptographie et la véritable stratégie militaire, je pouvais enfin respirer. Le pire souvenir, celui qui pique encore d'une douleur fraîche et vive, a été le jour de la remise des diplômes de ma formation d'officier du renseignement d'origine électromagnétique. Ce n'était pas seulement une remise de diplôme. J'étais l'élève sorti avec distinction. J'avais terminé première de ma classe, surpassant certains des hommes les plus brillants que l'armée de l'air avait à offrir. Ma poitrine s'est gonflée d'une fierté qui semblait pure, et durement gagnée. J'ai appelé chez moi depuis un téléphone public sur la base, le cœur battant d'excitation, prêt à partager la nouvelle. Mon père a décroché. La télévision hurlait en fond sonore, un autre match de Washington. « Salut, papa. C'est moi. Je voulais juste te dire que j'ai été diplômé aujourd'hui, ai-je dit, la voix vibrante, et j'ai eu les félicitations du jury. Il y a eu une pause. J'ai entendu le rugissement de la foule à la télé. C'est génial, chérie, a-t-il dit, d'un ton distrait, absent. Ces petits trucs informatiques que tu fais. C'est mignon. Mignon. Le mot a atterri comme un coup de poing dans le ventre, dégonflant instantanément toute ma joie, réduisant mes mois de travail intellectuel éreintant à un passe-temps d'enfant. C'était une tape verbale sur la tête. J'ai marmonné un au revoir et j'ai raccroché, le combiné soudain lourd et froid dans ma main. Plus tard dans la soirée, ma mère a rappelé. Sa voix était un chuchotement de conspirateur, comme si elle partageait un secret au lieu de retourner le couteau dans la plaie. « Rachel, tu connais ton père » a-t-elle commencé. Le préambule familier a mis l'excuse. Il veut juste que tu aies un travail qu'il puisse comprendre, quelque chose dont il puisse se vanter auprès de ses amis, comme une infirmière de l'armée, peut-être, quelque chose d'un peu plus féminin. L'implication était claire. Je n'étais pas le problème, mais mon ambition l'était. Mon succès était le problème. J'étais censé me faire plus petite, contorsionner mes rêves pour qu'ils prennent une forme qu'ils pourraient trouver agréable. Mais les fondations de leur mépris avaient été posées des années plus tôt, cimentées par un sacrifice qu'ils refusaient même de reconnaître. À 18 ans, j'ai réalisé le rêve pour lequel j'avais travaillé toute ma scolarité au lycée, une bourse d'études complète pour l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. C'était mon billet de sortie, mon avenir tracé devant moi dans un glorieux bleu et argent. Mais juste au moment où je m'apprêtais à accepter, la dernière entreprise commerciale de mon frère Marc, une obscure société de t-shirts, a fait faillite. Une réunion de famille a été convoquée. Ce n'était pas une discussion, c'était un verdict. Ils m'ont fait asseoir dans le salon, mon père faisant les 100 pas devant la cheminée, ma mère se tordant les mains sur le canapé. Ils ont suggéré qu'il serait préférable pour la famille que je fréquente une université publique d'État à proximité. Cela permettrait d'économiser sur les coûts, ont-ils dit, et je pourrais rester plus près de chez moi. La famille doit prioriser, Rachel, a dit mon père, sa voix teintée d'une fausse gravité. Marc a besoin de notre aide en ce moment. En fin de compte, une part importante de ce qui aurait dû être mon fonds d'études universitaires, a été détournée pour renflouer mon frère. Il n'a jamais dit merci. Il a juste pris l'argent comme si c'était son droit de naissance. J'ai abandonné mon rêve pour eux, pour un frère qui me considérait comme un inconvénient, et pour des parents qui ne mesuraient même pas l'ampleur de ce qu'ils m'avaient demandé d'abandonner. Ce n'était pas un sacrifice à leurs yeux. C'était simplement mon devoir. Et maintenant, debout dans la lumière déclinante de l'après-midi de ce terrible barbecue, l'expression « guerrière du clavier » résonnait dans ma tête, un rappel amer de leur ignorance volontaire. Mon travail de bureau était un SIF, Sensitive Compartmented Information Facility, ou installation de surveillance des informations sensibles, sans fenêtre, climatisée, enterrée profondément sous terre à Formide. La seule odeur était le bourdonnement stérile des bails de serveurs et l'arôme de café rassis préparé 24 heures sur 24. Je ne poussais pas du papier. J'étais Angèle, un ange.
J'étais la voix invisible, la main ferme qui guidait les drones Reaper alors qu'ils fendaient le ciel au-dessus de l'Afghanistan. Ma voix était une bouée de sauvetage, un signe avant-coureur, la différence entre la vie et la mort pour les soldats sur le terrain. Je me souviens de la nuit où j'ai sauvé l'équipe de Wolf Jackson, Odin 3. La montée d'adrénaline lorsque j'ai analysé le flux infrarouge. J'ai vu les signatures thermiques d'une embuscade se former dans un canyon aveugle, un détail que les services de renseignement au sol avaient manqué. La tension atroce lorsque j'ai pris la décision d'annuler un ordre direct et de les détourner, ma voix calme et autoritaire dans leur casque, alors même que mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Et puis le soulagement profond et vertigineux lorsque la voix du général a crépité sur la ligne, confirmant que ma lecture était correcte, que je les avais sauvés de l'anéantissement. Je vivais et je respirais dans un monde aux enjeux si élevés que mon père ne pouvait pas le comprendre. Son monde était noir et blanc, défini par des défilés et des cuivres polis. Le mien était un monde d'ombre et de signaux, de décisions de vie ou de mort prises en quelques millisecondes, à 7000 km du combat. Et parce qu'il ne pouvait pas le comprendre, il le rabaissait. Son ignorance s'était transformée en mépris. Ce jour-là dans le CIF, une fois Odin 3 rentré sain et sauf à la base, j'ai regardé l'écran granuleux montrant le canyon vide où il serait mort. Et je me suis fait une promesse silencieuse. J'ai promis que je ne laisserais jamais leur étroitesse d'esprit définir ma valeur, que mon travail, mon sacrifice était réel, qu'ils le voient un jour ou non. Vous savez, c'est une chose d'être incompris par le monde, mais c'est une toute autre forme de douleur lorsque les personnes qui sont censées vous connaître le mieux, refusent de vous voir du tout. Si un rêve ou un accomplissement a déjà été rejeté par votre propre famille, cliquez sur j'aime. Et dans les commentaires, tapez simplement un « je vous vois ». Montrons-nous mutuellement le soutien que nous n'avons pas reçu. J'avais tenu cette promesse pendant des années, une source secrète de force dans l'obscurité silencieuse. Mais là, debout avec l'homme que j'avais sauvé, fixant la cicatrice qui faisait partie de mon histoire, j'ai réalisé qu'une promesse ne suffisait plus. Il était temps de dire la vérité. Le temps a semblé se déformer dans l'espace, entre les mots murmurés par Wolf Jackson et le prochain souffle de mon père. La joyeuse musique country s'est estompée pour devenir un battement sourd. L'odeur de charbon de bois et de viande grillée est devenue âcre dans ma gorge. Dans ce moment prolongé, quelque chose en moi s'est déplacé. Les années de douleur accumulées, les compromis sans fin, les insultes ravalées en silence. Ils n'ont pas explosé, ils se sont cristallisés. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas pleuré. Une étrange clarté glaciale m'a envahi, refroidissant la honte brûlante dans mes veines. Ma formation a pris le dessus. Pas la formation de base d'un cadet, mais la formation analytique avancée d'un officier de renseignement. J'ai regardé mon père, et pour la première fois, je n'ai pas vu la figure imposante qui avait le pouvoir de me valider ou de me détruire. J'ai vu une cible. J'ai vu un homme dont les fanfaronnades étaient une couverture fragile pour ses propres insécurités profondément ancrées. Un homme s'accrochant désespérément à une gloire d'emprunt qu'il n'avait jamais gagnée lui-même. Toute son identité était bâtie sur la fiction d'être un vrai soldat. Une fiction soutenue par le rabaissement du véritable service de sa propre fille. Puis mon regard s'est tourné vers Wolf Jackson. C'était un guerrier, c'était évident. Mais en ce moment, il avait l'air secoué, comme un homme essayant de résoudre une équation complexe dans sa tête, alors que le monde tournait autour de lui. Il était aux prises avec une vérité impossible. Son esprit s'emballait pour relier une cicatrice dans un jardin de banlieue à une voix à la radio, à l'autre bout du monde. Et à cet instant, j'ai su que la promesse silencieuse que je m'étais faite dans l'obscurité du CIF ne suffisait plus. Mon silence n'était pas une force, c'était de la complicité. C'était le carburant qui avait permis à ce feu toxique de brûler pendant 34 ans. Mon silence prenait fin aujourd'hui. Mon père, inconscient du changement tectonique qui se produisait en moi, ne voyait que ce qu'il voulait voir, sa fille, silencieuse et immobile. Il a interprété mon choc comme de la soumission, un retour au scénario familier. Il a vu sa chance de réaffirmer son contrôle, de rejeter le moment gênant que Wolf avait créé. Bon, très bien alors, a-t-il dit avec une tape condescendante sur le bras de Wolf. Il s'est tourné vers moi, sa voix reprenant son ton de commandement par défaut. Rachel, va chercher une autre bière pour le lieutenant-commandant Jackson. Il doit avoir soif. Ce serait le dernier ordre qu'il me donnerait. Toute ma vie, j'avais obéi. Je m'étais effacé, j'avais cédé et j'avais reculé. Mais la femme debout sur cette terrasse n'était pas la petite fille qui dînait en silence. J'ai tourné la tête lentement, délibérément,
jusqu'à ce que mes yeux croisent les siens. Le tumulte de la fête, les amis, le hérocile, tout s'est dissous. Il n'y avait plus que lui et moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prononcé le mot « non ». Il est sorti calme et inébranlable. Ni en colère, ni en larmes. C'était une simple déclaration de fait, une ligne de démarcation tracée dans le granit. « Non, papa », ai-je répété, la voix ferme. « Je ne pense pas que je vais le faire. » L'air de stupéfaction et d'incrédulité qui a envahi son visage a été plus satisfaisant qu'une décennie de disputes n'aurait jamais pu l'être. Sa mâchoire s'est détendue. Son visage a pris une couleur rouge tachetée. Il n'avait aucun protocole pour cela. La désobéissance n'était pas dans le manuel de la famille. Mais je n'allais pas m'engager dans une dispute de cris avec lui. C'était son champ de bataille. Son domaine d'expertise. Le mien, c'était l'information. Je n'allais pas lancer un assaut frontal. J'allais exécuter une frappe de précision. J'ai fait un pas délibéré en arrière, élargissant mon champ de vision. Je rassemblais des informations. J'ai vu Wolf, qui était encore en train de traiter l'information, ses yeux allant et venant entre moi et la cicatrice qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, reconnue. J'ai vu les amis de mon père, leurs expressions joviales remplacées par des regards confus, une lueur de curiosité, voire de doute. Le récit que mon père avait si soigneusement élaboré, commençait à s'effilocher sur les bords. Je n'avais pas besoin de crier pour le démolir. Je devais juste fournir les bonnes données. Avant que mon père ne puisse se ressaisir et se lancer dans une tirade, j'ai bougé. J'ai marché calmement vers Wolf Jackson, réduisant la distance entre nous. Je me suis arrêté à côté de lui, tournant légèrement le dos à mon père, un signal clair qu'il ne faisait plus partie de cette conversation. Ma voix était basse, mais portait avec la clarté d'une transmission radio, juste assez forte pour que les hommes du cercle immédiat puissent entendre. « Lieutenant-commandant », ai-je commencé, d'un ton professionnel et respectueux. Je crois que mon père a une petite idée fausse sur mon rôle dans l'armée des États-Unis. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était un briefing tactique. Mon père a bredouillé derrière moi. « Rachel, qu'est-ce que tu crois faire, au nom de Dieu ?» Je l'ai ignoré. Ma concentration était singulière. J'ai regardé directement Wolf, mes yeux retenant les siens. C'était le moment du déploiement. « Je m'appelle capitaine Rachel Bell », ai-je dit, chaque mot étant une munition soigneusement placée. 70e escadre Yeser. Je l'ai vu alors, une lueur de reconnaissance, une étincelle au fond de ses yeux. La 70e escadre de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Mon unité. Il la connaissait. Les pièces commençaient à se connecter dans son esprit, mais il lui manquait encore la dernière coordonnée critique. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Il allait le découvrir. Mais je n'allais pas le laisser faire. J'allais livrer la charge moi-même. Le silence avait assez duré. Je me suis un peu penché, ma voix baissant d'un cran, mais ne perdant rien de son intensité. Je préparais la charge pour l'explosion. Nous avons déjà travaillé ensemble, lieutenant-commandant, ai-je dit, laissant les mots flotter en l'air un instant, même si vous n'avez jamais vu mon visage. La confusion sur son visage s'est transformée en une compréhension naissante et stupéfiante. Il savait que je n'étais plus la petite Rachel. Je n'étais pas la guerrière du clavier. J'étais Angèle. Et j'étais sur le point d'atterrir en plein milieu du barbecue de mon père. Le silence qui a suivi mes mots, était absolu. Le visage de mon père, rouge de colère, n'était plus que confus. Mais ma cible n'était pas mon père. C'était Wolf. J'ai soutenu son regard, ma propre expression indéchiffrable, ma voix plate et dénuée d'émotion, comme un pilote lisant une liste de contrôle. C'était mon rapport d'après-action. Province de Kandahar, ai-je commencé la première coordonnée. Il y a 3 mois. Opération Night Strike. Mon père a commencé à s'avancer, son réflexe d'autorité se déclenchant. Rachel, pour l'amour de Dieu, arrête ces bêtises. Avant qu'il ne puisse finir, la main de Wolf s'est levée. Un geste vif et tranchant qui n'était pas une demande, mais un ordre. Cela a fait taire mon père instantanément. Le bronzage du désert sur le visage de Wolf avait disparu, laissant un masque pâle et cendré. Il connaissait ses noms. Ce n'était pas que des mots. C'étaient des fantômes qui hantaient son sommeil. Vous aviez l'indicatif Odin 3, ai-je poursuivi.
Ma voix, comme un scalpel, précise et froide, coupant à travers les couches de tromperie. Vous étiez à 20 secondes de marcher dans une embuscade à 3 côtés, dans la vallée de la rivière Argandab. La bouche de Wolf s'ouvrit, mais seul un son étranglé en sortit. Il déglutit difficilement. C'est classifié. Comment pourrais-tu? C'était ça, le coup de grâce. Parce que je suis Angèle, j'ai déclaré, laissant le nom tomber dans le silence, comme une bombe de 500 livres. J'étais la voix dans votre oreillette qui vous a ordonné de vous replier. J'ai fait une pause, laissant la vérité exploser. J'ai vu le moment de l'impact dans ses yeux. Le choc, l'incrédulité, la réalisation stupéfiante. C'est moi qui ai vu cette cicatrice sur votre tempe à travers un flux de caméras infrarouges, ai-je ajouté, confirmant les données de ciblage d'une blessure par éclat d'obus que vous aviez subie 2 jours auparavant. Je m'en suis servi pour confirmer votre identité juste avant de demander la frappe aérienne qui a couvert la retraite de votre équipe. La mission était accomplie. La cible était vérifiée. Il ne restait plus aucune place au doute. Un silence assourdissant est descendu sur le jardin. Ce n'était pas une pause gênante, c'était le vide, aspirant tout l'air et le son du monde. Le seul bruit a été le fracas soudain et net du verre sur la pierre. La bouteille de Budweiser a glissé des doigts engourdis de Wolf Jackson, se brisant sur la terrasse en dalle. Et puis le légendaire Navy Seal, le vrai héros, a fait quelque chose qui a détruit le dernier pilier du monde fabriqué de mon père. Il a redressé les épaules, a ramené les bras le long du corps, et s'est mis au garde à vous. Ce n'était pas une position de combat. C'était la posture réflexe d'un soldat reconnaissant un officier supérieur, un signe de respect absolu et instinctif. Angèle, sa voix était un murmure cru et brisé. Le nom était une prière sur ses lèvres. Mon Dieu, vous êtes l'ange de la mort. C'est comme ça qu'on vous appelait. Il secoua la tête, un air d'admiration sur le visage. Nous pensions que vous étiez un mythe, une légende. Une légende. Mon père m'avait traité de guerrière du clavier. Son héros venait de m'appeler une légende. L'ironie était si épaisse, si amère et si douce, que je pouvais la goûter. Mon père, désespéré de sauver son autorité chancelante, tenta de reprendre le contrôle. Sa voix était faible, implorante, mais ce n'est que Rachel. Wolf se retourna en trombe, et pour la première fois, j'ai vu une véritable fureur, non dissimulée, dans ses yeux. C'était le regard d'un homme qui avait affronté la mort. Et ce n'était pas dirigé vers un combattant ennemi. C'était dirigé vers mon père. Monsieur, colonel, dit-il, la voix basse et menaçante. Taisez-vous. Ces 2 mots ont été plus dévastateurs que n'importe quelle bombe. Ils ont pulvérisé le pouvoir de mon père, sa crédibilité, toute sa personnalité. Il a eu un mouvement de recul, le visage transformé en un masque d'humiliation absolue. Il n'était plus le maître des lieux, dans ce jardin. Il était un subordonné disgracié. Wolf s'est tourné de nouveau vers moi, son expression s'adoucissant avec un respect qui semblait plus réel que n'importe quelle validation que j'ai jamais cherchée auprès de ma famille. Puis il s'est tourné pour s'adresser au cercle de spectateurs stupéfaits, sa voix résonnant dans la cour désormais silencieuse, claire et forte. Cette femme, a-t-il annoncé, sa main faisant un geste vers moi, a sauvé ma vie et celle de 6 autres hommes. Nous allions dans une zone de la mort, et elle nous a sortis de là. Il n'en avait pas fini. Il s'est approché d'un pas de mon père, qui avait l'air petit et pathétique. Elle n'a pas seulement arrêté une embuscade, a poursuivi Wolf, sa voix s'élevant avec passion. 2 heures plus tard, un de mes soldats, un gamin qui faisait son premier tour, a vu sa radio tomber en panne. Il était séparé de l'escouade, trébuchant dans le noir vers la plaque de pression d'un IED. Nous n'arrivions pas à le joindre. Wolf s'est tourné vers moi. Elle a pu. Elle s'est branchée sur ses communications secondaires, qui fonctionnaient à peine. Et avec rien d'autre que sa voix, calme et assurée, elle a guidé ce gosse terrifié, pas à pas, autour de cette mine, pour le ramener vers nous. Il a laissé cette information faire son effet, ses yeux scrutant les visages des amis de mon père, qui me regardaient maintenant avec un mélange de choc et de crainte. Finalement, son regard a atterri sur mon père, et il a été totalement impitoyable. Votre héritage, colonel, a déclaré Wolf, la voix glaciale, c'est de déplacer des camions de ravitaillement en Allemagne. Son héritage à elle, ce sont des soldats américains qui sont rentrés vivants chez leur famille.
Il a fait une pause et a porté le coup fatal. Elle est plus un soldat, assise dans sa maudite chaise, que vous ne l'avez jamais été de toute votre carrière. Les suites de l'explosion n'ont été ni ardentes, ni bruyantes. Ce fut une implosion lente et étouffante. Après que Wolf a rendu son verdict final, la fête ne s'est pas terminée. Elle s'est simplement désintégrée. Les amis de mon père, les hommes qui riaient à ses blagues quelques minutes auparavant, ont soudainement trouvé des raisons urgentes de partir. Ils ont bredouillé des au revoir, leurs yeux évitant soigneusement ceux de mon père, qui se tenait figé près du barbecue, comme une statue commémorant sa propre défaite. Quelques-uns d'entre eux, ceux qui avaient connu de vrais combats et comprenaient le poids du témoignage de Wolf, ont tenu à passer devant moi en sortant. Ils n'ont pas dit grand-chose. Une poignée de main ferme de l'un, un discret « Que Dieu vous bénisse », capitaine, de l'autre. Un homme plus âgé, un vétéran du Vietnam, a simplement croisé mon regard et fait un seul hochement de tête respectueux. C'était une reconnaissance silencieuse, une compréhension partagée qui transcendait les mots. Wolf Jackson est le dernier à partir. La fureur avait disparu de ses yeux, remplacée par une intensité tranquille. Il a marché vers moi, ignorant complètement mes parents. Toutes mes excuses, capitaine, a-t-il dit d'une voix basse. On m'a dit que votre promotion au grade de major avait déjà été approuvée. J'ai dû avoir l'air confus. Il a juste souri faiblement. Les nouvelles voyagent vite quand Angèle est impliquée. Je vous dois la vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro. Il m'a mis une simple carte de visite en noir et blanc dans la main. Elle semblait solide, réelle, c'était une bouée de sauvetage. Je suis finalement monté dans ma voiture et je suis parti, sans me retourner. Dans mon rétroviseur, je pouvais les voir. Ma mère et mon père debout, immobiles, au milieu des décombres de leur parfaite fête du 4 juillet. Ils semblaient petits et isolés, les architectes d'un empire de mensonges déchus. Je ressentais un étrange sentiment de détachement, d'épuisement. L'adrénaline était retombée, ne laissant qu'une douleur sourde. J'ai conduit sans but, me retrouvant finalement sur la George Washington Memorial Parkway, en direction du nord, le long du fleuve Potomac. Le soleil du soir jetait une lueur dorée sur l'eau, les monuments de Washington s'élevant paisiblement au loin. C'était une image de sérénité américaine, un contraste frappant et douloureux avec la guerre qui venait d'être menée dans le jardin de ma famille. J'ai baissé les vitres, laissant l'air chaud m'envahir, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre effacer la tâche persistante de l'humiliation. C'est alors que mon téléphone a sonné, sa sonnerie joyeuse étant une intrusion discordante. L'écran s'est allumé avec le nom de ma mère. Mon estomac s'est noué en une boule froide. Je savais que cet appel ne venait pas d'un sentiment d'inquiétude ou d'excuse. C'était une contre-offensive. J'ai pris une grande inspiration, tapoté l'écran et mis le téléphone sur haut-parleur. Il n'y a eu aucune salutation, pas de « bonjour », pas de « ça va ». Juste le sifflement de sa colère. « Comment as-tu pu faire ça à ton père ?» Sa voix était acide, décapant la peinture de mon fragile sentiment de victoire. « Tu as fait de lui la risée devant tous ses amis. Tu as tout gâché. » Même si j'avais anticipé l'attaque, ces paroles m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Tout l'air a quitté mon corps dans un souffle. J'ai serré le volant, mes jointures devenant blanches. « Maman », ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai juste dit la vérité. Un rire aigu et sans humour crépita dans le haut-parleur. La vérité ? La vérité, c'est que tu as été égoïste, Rachel. Tu l'as toujours été. Tu ne pouvais pas juste laisser ton père profiter de sa journée, n'est-ce pas ? Il a fallu que tu ramènes tout à toi. C'était une leçon de maître en manipulation psychologique. Dans sa version de la réalité, les années d'abus verbaux de mon père n'étaient pas pertinentes. Mon humiliation publique n'était qu'une note de bas de page. Le seul crime qui avait été commis était mon acte de légitime défense. Ma vérité a été recadrée comme une tentative égoïste d'attirer l'attention. L'assaut a continué, sa voix montant dans les aigus, teintée des fausses larmes d'une manipulatrice chevronnée. Ton père a tellement sacrifié pour ce pays, pour cette famille. Il a travaillé toute sa vie pour subvenir à tes besoins et à ceux de Marc. Et c'est comme ça que tu le remercies ? En le démolissant devant un héros décoré juste pour que tu puisses te vanter de ton petit boulot informatique ? Chaque mot était une pique soigneusement conçue pour réécrire l'histoire. Leur cruauté est devenue son sacrifice.
ma carrière est devenue un petit boulot en informatique. Mon moment de vérité est devenu une frime puérile. Et à cet instant, en écoutant le venin calculé dans sa voix, je l'ai enfin vu clairement. Ma mère n'était pas seulement une simple spectatrice passive qui avait choisi le silence par faiblesse. Elle était l'architecte en chef de ma prison émotionnelle. Elle était la directrice de prison qui s'était toujours assurée que les barreaux étaient en place. Celle qui m'avait appris que mon silence était le prix de la paix. Sa paix, jamais la mienne. Elle n'était pas seulement complice, elle était la responsable principale. Une détermination froide et profonde s'est installée en moi. La voix d'Angèle, celle que j'utilisais pour guider les soldats à travers le chaos, a pris le dessus. C'était une voix dépourvue d'émotion, réduite à une clarté tactique pure. J'ai pris une respiration calmante. Maman, ai-je dit, ma voix tranchant à travers sa tirade. Je ne vais pas me disputer avec toi à ce sujet. Ce qui s'est passé aujourd'hui est le résultat direct d'années de comportement de la part de papa. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité. J'ai laissé le silence planer un instant. Un silence de ma propre création. J'ai besoin d'espace, ai-je poursuivi, chaque mot étant une brique dans un nouveau mur. S'il te plaît, ne m'appelle plus. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 34 ans de vie. J'ai mis fin à l'appel. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur l'icône rouge sur l'écran, la coupant au milieu d'une phrase. Le silence qui a envahi ma voiture était absolu et choquant. C'était terrifiant, et pour la première fois, cela ressemblait à de la liberté. Je venais de couper une bouée de sauvetage toxique, une connexion qui m'empoisonnait goutte à goutte, depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai continué à conduire, les lumières de Washington DC devenant plus brillantes devant moi, et je n'ai pas regardé en arrière. Les jours suivant le barbecue ont été calmes. Le silence de mes parents était une couverture lourde et étouffante. Après avoir raccroché au nez de ma mère, je m'étais préparé à un autre assaut. Une pluie de SMS haineux, une visite surprise, mais rien n'est venu. C'était une paix troublante, le genre de calme qui précède la tempête. J'ai passé mon temps à travailler, essayant de me perdre dans les rythmes familiers des flux de données et des signaux satellites. Mais une partie de mon esprit attendait toujours le retour de bâton. Puis, un mercredi après-midi, mon téléphone a vibré à la réception d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. J'ai eu le cœur au bord des lèvres, en supposant que c'était mon père, qui avait trouvé un nouveau moyen de percer mes défenses. Mais le message ne venait pas de lui. Capitaine, c'est Wolf Jackson. Mon équipe et moi vous devons un dîner. Vendredi soir, à l'Olebit Grill, à 19h tapante. C'est non négociable. J'ai lu le SMS 3 fois. L'Olebit Grill, une institution historique de DC, un lieu de boiserie sombre, de rampes en laiton et de conversations importantes et feutrées, à 2 pas de la Maison Blanche. Le côté direct du message, non négociable, était si différent des invitations manipulatrices de ma famille. Ce n'était pas une demande teintée de culpabilité. C'était une simple déclaration de respect. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant 34 ans à éviter les conflits et à se faire petite, voulait refuser, trouver une excuse, se replier dans la sécurité de mon appartement tranquille. Mais une autre partie de moi, la voix d'Angèle, savait que c'était un ordre que je devais suivre. Ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était un compte rendu de l'âme. J'ai répondu par un simple message de style militaire. Bien reçu, lieutenant-commandant. Le vendredi soir, je me tenais devant le restaurant, lissant ma simple robe noire, sentant des papillons nerveux dans l'estomac. L'endroit était animé, rempli de l'énergie des initiés de Washington, des politiciens, des lobbyistes, des journalistes. J'ai poussé la lourde porte en bois et je suis entré dans la lumière basse et chaude de la salle à manger principale. J'ai vu Wolf tout de suite, assis à une grande table ronde au fond. Et il n'était pas seul. 6 autres hommes l'accompagnaient, tous bâtis avec la carrure solide et imposante des opérateurs de carrière. Dès qu'il m'a vu approcher, Wolf s'est immédiatement levé. En parfaite synchronisation, les 6 autres hommes se sont levés également. Les conversations aux tables voisines se sont arrêtées alors que les gens se tournaient pour regarder. Il n'y avait aucune gêne dans leurs gestes, aucune hésitation, juste une profonde marque de respect silencieuse, qui en disait long. J'ai senti une rougeur monter à mon cou, mais cette fois-ci, ce n'était pas de honte. C'était à cause de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fierté. Le dîner n'a ressemblé à aucun autre.
Il n'a pas été question du barbecue désastreux, ni de mon père ou de ma famille. C'était comme si tout cet épisode douloureux existait dans un autre univers. Au lieu de cela, ils voulaient parler d'Angèle. Ils ne m'ont pas posé de questions sur des détails confidentiels ou des spécificités de mission. Ils m'ont dit ce que ma voix avait signifié pour eux. Ils se sont échangés des histoires, comme on partage des assiettes de nourriture. Chaque homme ajoutait une pièce à une légende dont je ne savais même pas faire partie. Ils ont expliqué à quel point la présence calme et constante d'Angèle dans leurs oreilles pendant une fusillade était comme un bouclier contre le chaos. Un jeune cil nerveux, avec le nom de Rico sur son badge, s'est penché en avant, les yeux pleins de sincérité. « Madame, a-t-il dit, nous n'avons jamais su qui vous étiez. Nous ne savions pas si vous étiez un homme ou une femme, vieux ou jeune. Ça n'avait pas d'importance. Tout ce que nous savions, c'est que quand Angèle était aux communications, nous rentrions chez nous. Entendre décrire mon travail non pas comme le fait d'appuyer sur des boutons, mais comme une promesse de retour à la maison, c'était bouleversant. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, une douleur poignante et douce amère. C'était la validation dont j'avais rêvé toute ma vie de la part de ma famille. Et la voilà, offerte librement et généreusement par une table d'inconnus devenus des frères. Wolf, qui avait écouté en silence, a finalement pris la parole, ajoutant des détails sur cette nuit à Kandahar. « Quand vous avez pris le contrôle, a-t-il dit, en me regardant droit dans les yeux, j'étais furieux. Mon ego de cil était blessé, vous savez. Je pensais avoir une meilleure lecture de la situation sur le terrain. » Il a pris une longue gorgée de sa bière. « Mais il y avait quelque chose dans votre voix, une certitude absolue, qui tranchait avec le bruit. Vous n'étiez pas seulement en train de lire des données sur un écran, capitaine. Vous ressentiez le champ de bataille. » Il a levé son verre, le liquide ambré accrochant la lumière. « À Angèle, a-t-il dit, sa voix résonnant de sincérité. Qui a appris à un vieux cil que parfois, les meilleurs yeux sur la cible sont à 7000 milles de là. » Les 7 hommes ont levé leur verre. À Angèle. Ils ont fait écho au son, un cœur bas et puissant. Pendant que je trinquais avec eux, j'ai pensé à mon père, qui qualifiait mon travail de mignon. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti la piqûre de ces mots. Je n'ai ressenti qu'une lointaine et triste pitié pour lui. Son monde était si petit. Mes réalisations n'étaient pas mignonnes. Elles étaient légendaires. Quand le dîner a été terminé et que nous étions debout sur le trottoir, dans la fraîcheur de l'air nocturne, Wolf m'a pris à part. « Rachel, a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des dizaines d'autres équipes avec des histoires sur Angèle. Le général Hay a déjà fait une demande pour votre promotion anticipée au grade de major. C'est attendu depuis longtemps. Vous l'avez bien mérité. » Cette nuit-là, alors que je rentrais dans mon appartement tranquille à Arlington, le sentiment de solitude qui avait été mon compagnon constant avait disparu. Le silence dans ma voiture n'était plus vide. Il était paisible. J'ai réalisé que je venais de dîner avec ma vraie famille. Une famille forgée non par le sang, mais par le feu et la confiance. Une famille qui n'avait pas besoin que je sois plus petite, plus silencieuse ou plus féminine. Ils m'ont vu exactement pour ce que j'étais. Et pour eux, c'était plus que suffisant. C'est incroyable de voir à quel point un peu d'appréciation sincère de la part des bonnes personnes peut guérir des blessures qui sont restées ouvertes pendant des années. Cela vous rappelle que vous ne demandez pas trop, vous demandez simplement aux mauvaises personnes. Si vous croyez que la famille que vous choisissez peut être plus puissante que la famille dans laquelle vous êtes né, cliquez sur j'aime. Et dans les commentaires, dites-moi en un mot ce que signifie pour vous la véritable famille. Construisons un dictionnaire de ce à quoi ressemble un vrai soutien. Pendant un mois, la paix a régné. Une paix réelle et profonde, dont je ne me serais jamais cru capable. Le silence de mes parents n'était plus une arme contre moi. C'était un cadeau. J'ai travaillé, j'ai passé un week-end à faire de la randonnée à Shenandoah avec un ami, et j'ai commencé à avoir des appels téléphoniques réguliers avec Wolf, qui devenait rapidement bien plus que l'homme que j'avais sauvé. Il devenait un ami. Pour la première fois, je me sentais capitaine de ma propre vie, traçant ma propre route. Sur mon bureau, à côté de mon écran, trônait une photo encadrée, non pas de mes parents, mais d'Odin III, un selfie farfelu qu'ils m'avaient envoyé de leur base. C'était un rappel quotidien de ma famille de cœur, de ce qu'était le vrai respect. Et puis, un mardi soir, cette paix a été brisée par le carillon aigu et insistant de ma sonnette.
Mon cœur a fait un bond. Je n'attendais personne. Je me suis approché du Judas, et mon sang s'est glacé. Mes parents étaient sur mon paillasson, à l'improviste, l'air grave et déterminé. On aurait dit qu'ils étaient là pour procéder à une inspection. Avant que je puisse décider d'ouvrir la porte, mon père a pris la parole, sa voix résonnant clairement à travers le bois. « Rachel, ouvre. Il faut qu'on parle. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. À contre-cœur, j'ai tourné le pêne dormant. Mon père est passé devant moi dans l'entrée sans attendre d'invitation, ses yeux scrutant mon petit appartement d'un air critique. Ma mère a suivi, tenant un plat en pyrex recouvert de papier d'aluminium, un gratin de thon, son offrande de paix caractéristique. Un pot de vin. Nous avons apporté le dîner, a-t-elle dit avec un sourire crispé et forcé. Je n'ai pas bougé. J'ai déjà mangé. Nous sommes restés tous les trois dans un silence gêné et électrique dans mon salon. Ils se sont assis sur mon canapé. Je suis resté debout, un choix conscient pour ne pas m'installer confortablement, pour ne pas retomber dans de vieux schémas. Ma mère a posé le gratin sur ma table basse, comme une offrande sacrée. Mon père s'est éclairci la gorge, à l'endroit au but. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de la bombe nucléaire qui avait explosé au barbecue. Rien que des affaires. C'est à propos de Marc, a-t-il commencé. Bien sûr que ça l'était. Son entreprise est de nouveau en difficulté. Il a fait une pause, attendant que je montre le niveau d'inquiétude approprié. Je n'ai rien dit. Il a besoin d'un prêt pour couvrir la masse salariale, a poursuivi mon père, sa voix prenant un ton d'importance lasse. Un prêt important. Mais la banque a refusé, son historique de crédit n'est pas bon. Je le regardais fixement, envahi par un sentiment d'incrédulité surréaliste, après tout ce qui s'était passé, l'humiliation publique, la révélation, la démolition totale de son autorité. Ils avaient conduit jusqu'ici, sans y être invités, non pas pour s'excuser, ni pour essayer de comprendre, mais pour demander quelque chose, pour me demander de risquer mon propre avenir financier, un avenir que j'avais bâti entièrement seul. Pour le garçon en or qui avait tout reçu et tout dilapidé. Mon père a finalement posé la demande sur la table. Nous voulons que tu co-signes le prêt. Je crois que j'ai vraiment ri. Un son court, sec, sans humour. Tu plaisantes, j'espère. Ce n'est pas drôle, Rachel, a-t-il répliqué, s'emportant. Non, ça ne l'est pas, ai-je concédé, la voix durcissant. Vous me demandez de mettre mon nom, mon crédit, toute ma sécurité financière en jeu pour l'entreprise en faillite de Marc, encore une fois. C'est ton frère, est intervenue ma mère, d'une voix implorante. Il a besoin de toi. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait regardé me faire démolir, et qui n'avait rien fait. Je suis désolé, ai-je dit, d'une voix polie mais ferme. Je ne peux pas faire ça. Et c'est là que mon père a joué sa carte maîtresse, l'arme ultime du chantage émotionnel. Il s'est penché en avant, le visage transformé en un masque de chagrin théâtral, sa voix se baissant jusqu'à un murmure douloureux et tremblant. Avant la mort de ton grand-père, a-t-il dit, les yeux se remplissant de larmes de crocodile, il m'a fait promettre. Il m'a fait promettre que je veillerais toujours sur Marc. Il a fait une pause pour faire de l'effet. Il a dit que Marc était le plus faible, celui qui aurait besoin de plus d'aide. Ma mère, au bon moment, a reniflé à côté de lui, tapotant un œil parfaitement sec avec sa phalange. Mon père m'a regardé, sa voix tremblant d'un chagrin fabriqué de toutes pièces. Es-tu en train de me demander de rompre une promesse faite sur le lit de mort de mon propre père, Rachel? Est-ce le genre de fille que tu es? Et c'était là, l'ultime tactique désespérée et pathétique, une attaque contre ma compassion, mon sens du devoir, mon amour pour le grand-père que j'avais adoré. Mais en les regardant dans cette performance de manipulation parfaitement répétée, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai ressenti qu'une rage froide et libératrice. J'ai jeté un coup d'œil à mon bureau, au visage souriant d'Odin III. Ils m'avaient confié leur vie. Mes parents ne me confieraient pas le choix d'un restaurant pour le dîner, mais ils me confieraient le soin de nettoyer leurs dégâts. Je devais cela à ces hommes, et je me le devais à moi-même, de vivre une vie sans ce poison. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le barrage d'une vie entière de ressentiment, d'avoir été réduite au silence, d'avoir été la deuxième option, a finalement cédé. Ça suffit, ai-je dit. Le mot était calme, mais il a traversé la pièce, les pétrifiant. J'ai senti une vie de colère réprimée m'envahir,
non pas comme une explosion brûlante et désordonnée, mais comme un faisceau d'énergie concentrée, froid comme la glace. J'en ai fini, ai-je dit, d'une voix aussi dure et plate que l'acier. J'ai passé ma vie entière à m'effacer pour Marc, à m'effacer pour vous. J'ai renoncé à l'Académie de l'armée de l'air pour qu'il puisse avoir mon fonds d'études. J'ai gardé le silence chaque fois que vous m'avez rabaissé, rejeté, et traité comme si je valais moins que lui. Je me suis redressé, ma posture n'étant plus défensive, mais autoritaire. Je ne co-signerai pas le prêt. Je ne lui donnerai pas un seul centime. Et cette conversation est terminée. J'ai marché jusqu'à ma porte d'entrée et je l'ai ouverte, laissant l'air frais de la nuit s'engouffrer. C'est ma maison, ai-je dit, sans jamais élever la voix, mais en portant tout le poids de ma décision finale et irrévocable. Et je vous demande de partir. Ce serait la dernière déclaration d'indépendance que j'aurais à faire. Mes parents sont partis dans un silence stupéfait. Ma mère avait l'air horrifiée, mon père totalement vaincu. Il ne m'a même pas regardé lorsqu'il a franchi la porte. Je l'ai fermée derrière eux. Et le déclic du peine dormant a résonné dans le calme soudain et retentissant de mon appartement. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste vide, complètement et profondément épuisé, comme si je venais de terminer une mission d'1 an. Mes jambes semblaient faibles, et j'ai glissé le long de la porte jusqu'à me retrouver assise par terre. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas les larmes chaudes et colériques de l'humiliation du barbecue. Ce n'étaient pas des larmes de frustration suite à l'appel téléphonique de ma mère. C'étaient des larmes de chagrin, un deuil profond, silencieux et douloureux. Je ne pleurais pas à cause de ce qu'il venait de faire. Je pleurais ce qui était désormais définitivement perdu. J'ai pleuré la petite fille qui avait l'habitude de suivre son père dans le jardin, cherchant désespérément un seul mot de louange. J'ai pleuré la jeune femme qui avait abandonné ses rêves, espérant que ce sacrifice lui vaudrait enfin une place dans le cœur de sa famille. J'ai pleuré la famille que j'aurais dû avoir, celle de l'amour inconditionnel et du soutien mutuel que je voyais dans les films et chez mes amis, une famille dont je savais maintenant, avec une certitude absolue, que je ne l'aurais jamais. Je pleurais une mort, la mort d'un espoir auquel je ne m'étais même pas rendu compte que je m'accrochais encore. Quelques semaines passèrent. Le silence de ma famille était absolu. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une punition, c'était une frontière. J'ai commencé à mieux dormir. Je me suis surprise à sourire davantage au travail. Je me sentais plus légère. Un après-midi, en parcourant mes courriels professionnels, je me suis arrêté sur celui du général Aïe. C'était l'avis officiel que sa recommandation pour ma promotion au grade de major avait été approuvée par le conseil. Je l'ai lu et relu, une chaleur douce et solide se répandant dans ma poitrine. C'était réel, c'était mérité. Puis, une lettre est arrivée. Elle était dans une enveloppe blanche ordinaire, qui m'était adressée avec l'écriture incomparable de mon père, aux traits anguleux et acérés. Pendant un instant, mon cœur s'est serré par un vieux réflexe familier. Pendant tant d'années, ces excuses étaient la seule chose que j'avais désirée plus que tout. C'était la clé qui, pensais-je, me permettrait d'atteindre le bonheur. Maintenant, alors que je tenais la lettre, ce n'était qu'un bout de papier. Je me suis assise à ma table de cuisine et je l'ai ouverte. La lettre était longue, plusieurs pages remplies de justifications et d'excuses apitoyées sur son comportement au fil des ans. Il parlait de la difficulté de sa carrière, de la pression qu'il subissait, du fait qu'il ne comprenait tout simplement pas mon monde. C'était un monument à son propre ego. J'ai failli la jeter, mais à la toute fin, le ton a changé. J'ai parlé avec le général Aïe, écrivait-il. Il m'a appelé. Il m'a tout dit, Rachel, à propos d'Odin III, à propos d'Angèle. Il m'a dit des choses qu'en tant que colonel, j'avais à peine l'habilitation d'entendre. J'ai été un idiot. La lettre continuait, l'écriture devenant légèrement moins assurée. J'étais tellement occupé à essayer de ressembler à un soldat, que je n'ai pas vu le vrai soldat qui vivait sous mon propre toit. Je suis si fier de toi. Et je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai relu ce dernier paragraphe 2 fois. Puis, j'ai posé la lettre sur la table. J'ai attendu une réaction. Une poussée de colère, un élan de satisfaction triomphale, une lueur chaleureuse de réconciliation. Rien. Je n'ai absolument rien ressenti. Les mots que j'avais autrefois désespérément envie d'entendre, n'avaient désormais aucun pouvoir sur moi.
C'était comme une clé, arrivée par la poste pour une maison où je n'habitais plus. Les excuses étaient pour lui, pas pour moi. C'était une tentative pour obtenir sa propre absolution. Et elles étaient tout simplement arrivées trop tard. La blessure s'était refermée depuis longtemps. Elle était devenue une cicatrice, et cette cicatrice faisait désormais partie de moi, un rappel de ma propre force et de ma résilience. Dans ce moment de calme, j'ai réalisé que la validation que j'avais passé ma vie à chercher auprès de lui, n'avait plus d'importance. Je l'avais déjà trouvé. Je l'avais trouvé dans les yeux respectueux d'Odin III. Je l'avais trouvé dans l'email du général Haï. Et surtout, je l'avais enfin trouvé en moi-même. Ma valeur n'était pas un reflet dans ses yeux. C'était un feu que j'avais allumé moi-même. J'ai ramassé la lettre, je l'ai pliée soigneusement et je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert une petite boîte en bois sur ma commode, une boîte où je gardais de vieilles photos et des souvenirs. J'ai placé la lettre à l'intérieur et j'ai fermé le couvercle. Pour moi, le pardon ne consistait pas à faire comme si le passé n'avait jamais existé. Il ne s'agissait pas de faire table rase du passé, et de revenir à la situation antérieure. Pardonner, c'était reconnaître la vérité de ce qui s'était passé, puis choisir de déposer le fardeau de ma colère. Il s'agissait de choisir d'avancer sans ce poids sur le dos. Je n'ai jamais répondu à la lettre. Mon silence cette fois, n'était pas le silence d'une fille effrayée et soumise. C'était le silence calme et confiant d'une limite. Mon silence disait, je t'entends. J'accepte tes excuses pour ta propre tranquillité d'esprit, mais je ne retournerai pas dans ce cycle de douleur. Je te souhaite le meilleur depuis une distance de sécurité. J'avais fait mon choix. J'avais choisi ma nouvelle famille, celle bâtie sur le socle du respect et de l'expérience partagée. La porte de mon ancienne famille, celle dans laquelle j'étais né, avait finalement été fermée. Non pas claquée dans un accès de rage, mais doucement et fermement fermée, enfermant un passé douloureux là où il devait être, derrière moi. Avec la porte de mon passé fermement fermée, la porte de mon avenir s'est grande ouverte. Le silence de mes parents a continué, mais ce n'était plus un vide. C'était un espace ouvert, une clairière qui s'est rapidement remplie de chaleur, de rire et d'une loyauté féroce, dont je n'avais lu l'existence que dans les livres. Fin mai, alors que la ville commençait à étouffer sous la chaleur du début de l'été, Wolf m'a invité à rejoindre Odin III pour le Memorial Day. Mon esprit s'est immédiatement reporté au barbecue du 4 juillet, et une boule d'angoisse m'a serré le ventre. Mais c'était différent. Il n'y aurait pas de grillade, pas de bière, pas de patriotisme de façade. L'invitation était pour une cérémonie privée au cimetière national d'Arlington. Ce matin-là, vêtu de mon uniforme de service, je me tenais avec eux parmi les rangées infinies et silencieuses de pierres tombales blanches. L'air était immobile et respectueux, brisé seulement par les notes lointaines et lugubres des appels aux morts. Ils étaient 7, tous dans leur uniforme de cérémonie, leur énergie habituelle et bruyante remplacée par une dignité solennelle. Nous avons marché vers une section où étaient enterrés 2 de leurs coéquipiers, des hommes qui n'étaient pas rentrés d'une mission des années auparavant. J'étais leur ange. Alors qu'ils déposaient des fleurs sur les tombes, j'ai vu 2 familles debout à proximité. Les parents et les veuves des hommes tombés au combat. Wolf s'est dirigé vers eux, et je l'ai vu parler doucement, en faisant un geste vers moi. Les 2 femmes plus âgées, le visage marqué par un chagrin qui ne s'efface jamais, se sont dirigées vers moi. Voici le Major Bell, a dit Wolf, en utilisant mon grade tout neuf. C'est l'ange gardien qui a ramené les autres chez eux cette nuit-là. Avant que je puisse dire un mot, les mères m'ont enveloppé de leurs bras, leur corps frêle, mais leurs étreintes étonnamment fortes. Elles sentaient le vieux parfum et le chagrin. Merci, a murmuré l'une d'elles dans mes cheveux, la voix étouffée par les larmes. Merci d'avoir sauvé nos autres garçons. Debout là, entouré de la dignité tranquille du véritable sacrifice, tenant les mains de femmes qui en comprenaient le coup, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance si profond, qu'il m'a fait mal à la poitrine. C'était honorer le service. C'était la famille. La force de cette nouvelle famille a été mise à l'épreuve quelques semaines plus tard. Je marchais vers ma voiture sur le parking de Fort Meade, lorsqu'une silhouette familière est sortie de derrière un pilier, me barrant la route. C'était mon frère Marc. Il avait l'air terrible, débraillé, les yeux bouffis et désespérés. Il a commencé par me supplier, se plaignant d'avoir abandonné la famille, et disant que sa dernière entreprise était sur le point de s'effondrer à cause de moi. Quand je n'ai pas répondu, son ton est devenu méchant. Tu sais que tout ça est de ta faute, a-t-il craché, la voix montant d'un cran.
Toi et ton petit moment de reine du drame au barbecue. Tu as déchiré cette famille parce que papa ne t'a pas assez flatté. J'allais lui dire d'aller se faire voir, quand un grondement familier a rempli le parking. Un Ford F-150 noir s'est garé silencieusement derrière Marc. La porte du côté conducteur s'est ouverte et Wolf est sorti du camion. Il n'a pas dit un mot à Marc. Il ne l'a même pas regardé avec colère. Il s'est simplement approché et s'est tenu entre nous, un mur de muscles et d'autorité silencieuse, inamovible. Il mesurait 30 cm de plus que Marc et était 2 fois plus large. « Tout va bien, Major ?» m'a demandé Wolf, ses yeux ne quittant jamais le visage de mon frère. Les fanfaronnades de Marc se sont évaporées instantanément sous ce regard fixe et prédateur. Il s'est visiblement recroquevillé, faisant un pas en arrière en trébuchant. On discutait, c'est tout, a-t-il bégayé. Wolf n'a pas répondu. Il est resté là, c'est tout. Marc a fait un autre pas en arrière, puis s'est retourné et a presque fui, ses pas résonnant dans la structure en béton. Wolf l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant. Il n'a pas demandé de quoi il s'agissait. Il n'a pas insisté pour avoir des détails ou des potins. Il a juste vu une menace pour quelqu'un de son entourage, et l'a neutralisé. « Viens », a-t-il dit en faisant un geste de la tête vers le camion. « Allons déjeuner, c'est moi qui invite. » C'était une protection inconditionnelle. Aucune question posée, aucun jugement rendu. Juste une déclaration simple et puissante, je te couvre. Lentement, je suis devenu un élément incontournable de leur vie, un membre honoraire d'Odin 3. J'étais invité à leur barbecue du week-end, de vrais barbecues, remplis de rires faciles et de mauvaises blagues de père. On s'entassait sur un canapé pour regarder des matchs de football, l'air rempli de cris et de l'odeur de bière bon marché et de pizza. J'ai été intégré à leur cercle de blagues privées, un langage d'expérience partagée que j'apprenais enfin à parler. Ils me taquinaient, mais c'était un autre genre de taquinerie que ce à quoi j'étais habitué. Ce n'était pas conçu pour me rabaisser. C'était un signe d'affection, d'acceptation. Ils se moquaient de moi parce que je buvais mon café noir comme un vrai marine, ou parce que j'étais capable d'identifier un avion en approche rien qu'au bruit de ses moteurs. Ils ne voyaient pas mon intelligence comme quelque chose de mignon ou de menaçant. Ils la voyaient comme un super pouvoir, et ils m'aimaient pour ça. Je n'avais plus à cacher une quelconque partie de moi-même. Ma vie professionnelle s'épanouissait également. Ma relation avec le général y est passée du commandement au mentorat. Il a vu en moi un potentiel, auquel mon propre père avait été aveugle toute sa vie. Lors de l'une de nos réunions en tête-à-tête, il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, l'air pensif. « Rachel », a-t-il dit, d'une voix calme mais ferme, « vous avez un esprit stratégique rare. Ne laissez jamais personne vous dire que vous avez un travail de bureau. Les pilotes, les SEAL, ce sont le fer de lance. Mais vous, Major, vous êtes celle qui l'aiguise. La dirige et lui dit où frapper. Vous façonnez l'avenir de la guerre. » Il s'est penché en avant, le regard intense. Assumez-le. Ces mots ont eu l'effet d'une révélation. C'était la permission dont je ne savais même pas que j'avais besoin. La validation ultime de la part d'un homme si respecté, que même mon père prononçait son nom avec révérence. On me voyait enfin, non seulement pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. Et je commençais à comprendre, que j'étais bien plus puissante, que ce qu'on m'avait jamais laissé croire. Un an plus tard, le décor n'est plus un sif exigu et sans fenêtre, enfoui sous terre. Il s'agit d'une vaste salle de briefing ultramoderne, au siège du SOCOM, le commandement des opérations spéciales de la base aérienne de MacDill à Tampa, en Floride. La lumière du soleil entre à flot par les fenêtres allant du sol au plafond, et scintille sur les eaux calmes de la baie de Tampa. En tête d'une immense table de conférence polie, se tient le major Rachel Bell. Moi. Dans mon uniforme bleu de cérémonie impeccable, je dirige la salle, non pas en élevant la voix, mais avec une confiance calme et inébranlable. Derrière moi, un écran géant affiche des cartes complexes, des flux de données et des évaluations des menaces. Ma voix, la voix d'Angèle, remplit la pièce. Mais je ne me contente plus de guider une seule équipe SEAL, à travers une vallée sombre. Je donne des instructions au plus haut niveau de commandement, façonnant l'orientation stratégique des opérations spéciales, pour un théâtre de guerre tout entier. J'avais été rejeté pour avoir eu un travail de bureau. Désormais, je n'avais plus seulement ma place à la table des décisions, j'avais moi-même construit cette table, et j'étais assise en bout de table.
Au premier rang, ma famille écoute avec une attention soutenue. Non pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'avais gagnée. Le général Ayala, sa présence est un soutien discret à sa protégée. Et à côté de lui, le lieutenant-commandant Wolf Jackson, et toute l'équipe bruyante d'Odin 3. Ils avaient pris l'avion depuis la Virginie, à leurs propres frais, juste pour être là lors de mon premier grand briefing en tant qu'officier supérieur. Je le vois dans leurs yeux. Pas seulement du respect, mais une fierté farouche et familiale, qui me réchauffe de l'intérieur. Lorsque le briefing se termine, et que les applaudissements s'estompent, Wolf est le premier à m'approcher, se frayant un chemin à travers la foule de colonels et de généraux. Il me serre la main, son grand sourire est sincère. C'était impressionnant, Major, dit-il, la voix remplie d'une admiration sincère. Ton vieux père aurait dû être là pour voir ça. Je souris, un sourire calme et sincère, qui illumine mes yeux. Je pense à mon père, non plus avec colère ou amertume, mais avec une sorte de pitié lointaine. Je pense à l'héritage vide, qu'il était si désespéré de construire. Non, je réponds doucement, mon regard balayant les visages de Wolf et du reste d'Odin 3. Tous ceux qui avaient besoin d'être ici, sont ici. Alors que la salle commence à se vider, une jeune femme capitaine m'approche avec hésitation. Elle est vive, son uniforme est impeccable, mais je perçois une lueur familière d'incertitude dans ses yeux. Major Bell, commence-t-elle, la voix un peu tremblante. C'était un briefing incroyable. Je voulais juste vous dire que j'ai toujours admiré le travail d'Angèle. C'est grâce à vous que j'ai choisi cette carrière. Je regarde cette jeune officière et je me vois moi-même. Je vois la même ambition, le même talent, et la même peur silencieuse de ne pas être à la hauteur, de ne pas être vu. Je me souviens des années passées à rêver d'un mentor, d'un guide, de quelqu'un qui me dirait que j'étais sur la bonne voie. Je pose doucement une main sur son épaule, et elle se redresse légèrement. Merci, capitaine, dis-je d'une voix chaleureuse. Notre travail n'est pas bruyant, mais il sauve des vies. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Je fouille dans ma poche et j'en sors l'une de mes cartes de visite. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un conseil, d'une oreille attentive, de quoi que ce soit, voici mon adresse email. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle prend la carte comme s'il s'agissait d'une médaille, les yeux brillants de gratitude. Merci, madame. Je n'y manquerai pas, en la regardant s'éloigner, je réalise que je viens d'accepter le flambeau que le général Hay m'a transmis. Cet héritage n'était pas seulement lié à ma propre réussite. Il s'agissait de s'assurer que les femmes qui me suivraient, auraient le soutien que je n'ai jamais eu. Plus tard dans l'après-midi, je suis de retour dans mon nouveau bureau. Le soleil est bas dans le ciel, peignant la baie dans des teintes oranges et dorées. C'est un bureau d'angle, à des années-lumière du bunker souterrain, où mon histoire d'Angèle a commencé. Sur mon bureau poli, à côté d'une pile de documents classifiés, se trouve un cadre photo argenté tout simple. La photo à l'intérieur, n'est pas celle de mes parents lors d'une fête. C'est une photo prise il y a quelques mois. Un selfie avec Odin 3 après un exercice d'entraînement conjoint exténuant. Nous sommes tous couverts de boue, épuisés et souriant d'une oreille à l'autre. Wolf me tient amicalement par le cou, et je ris si fort que j'en ai les yeux plissés et fermés. Je regarde cette photo et je comprends ce qu'est vraiment un héritage. Ce n'est pas un nom gravé sur une médaille, ou des excuses tardives dans une lettre. Ce n'est pas l'approbation de personnes incapables de l'accorder. Un héritage, c'est la confiance inébranlable dans les yeux des soldats que vous protégez. C'est l'étincelle d'inspiration que vous allumez chez la génération suivante. C'est la paix silencieuse dans votre propre âme, le contentement profond qui vient de la certitude que vous avez défini votre propre valeur selon vos propres termes. Mon travail continue, façonnant discrètement les événements depuis l'ombre. Et je réalise en regardant le soleil plonger sous l'horizon, que c'est là mon héritage. Mon héritage silencieux, puissant et durement gagné. Merci d'avoir écouté mon parcours. Mon héritage n'a pas été défini par la famille dans laquelle je suis né, mais par celle que j'ai bâtie, et la vie que j'ai choisi de créer. Souvenez-vous que votre propre héritage, n'est pas écrit par ceux qui vous comprennent mal, mais par chaque choix que vous faites pour honorer votre propre valeur, et assumer votre vérité. Cette chaîne est dédiée au partage d'histoires de force et de résilience. Si mon parcours a trouvé un écho en vous, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour faire partie de notre communauté. Et enfin, rendez-vous dans les commentaires ci-dessous et déclarez-le pour vous-même.
Tapez simplement « Mon héritage est à moi » parce qu'il l'est vraiment. Merci de votre écoute.